beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré donc, de faire cette conférence dans mon université en plus. Je vous invite aujourd'hui à un petit peu un voyage en fait. Un voyage jusqu'aux confins de l'univers. Et puis j'en profite pour vous raconter un petit peu ce projet. Alors, vous savez, la science, c'est une affaire d'idées. C'est une affaire technologique, très souvent, mais c'est surtout une affaire d'hommes et de femmes. Et donc, à travers cette histoire, c'est ce que je voudrais vous montrer un petit peu, comment les choses se construisent à partir de quelques idées, de quelques questions. On met autour un certain nombre de personnes, de compétences, et on avance tous vers un projet assez lointain qui vient aujourd'hui de donner des premiers résultats, qui n'a pas fini d'en donner. Donc c'est cette histoire que je compte vous raconter. Donc je commencerai par donner quelques éléments de base, je vous promets, pas d'équation assez simple, mais qui permettent un peu de mieux comprendre le contexte, donc sur la lumière et la spectrographie. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu, très rapidement, des galaxies de l'univers. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter très rapidement, mais pour vous donner un petit peu le contexte et les problèmes qui se posent. La technique de recherche des galaxies lointaines, qui était une grande motivation pour construire cet instrument, pour interroger l'univers lointain, le Very Large Telescope, et puis MUSE, le projet d'instrument, les premiers résultats. Et puis nous terminerons en allant nous frotter aux confins de l'univers à travers le champ profond de Hubble que nous avons revisité avec l'instrument MUSE récemment. Donc, la lumière et la spectrographie. Donc, vous le savez, la lumière blanche peut être décomposée en ce qu'on appelle un spectre. Ici, un arc-en-ciel, décomposition de la lumière blanche par les gouttes d'eau dans l'atmosphère. Donc, c'est quelque chose de bien connu, d'assez longtemps. Mais la lumière, effectivement, c'est la lumière est essentielle pour nous, astronomes, car nous sommes des contemplatifs. On va très peu se déplacer sur les objets que l'on observe, sauf peut-être dans l'environnement très proche, sur les planètes, et on peut très peu non plus les soumettre à des expériences, les manipuler, les chauffer, ou leur faire je ne sais quoi. Donc nous sommes des contemplatifs, et tout ce que nous avons à c'est la lumière pour nous renseigner sur l'univers. Et donc l'information spectrographique, nous verrons, nous apporte des informations beaucoup plus grandes que simplement des informations d'image. Et c'est la clé, peut-être la différence fondamentale entre ce qu'était l'astronomie et ce que est devenu l'astrophysique. Donc la lumière, ici, on la voit décomposée par un prisme. Et puis on peut caractériser grossièrement les types de lumière en trois types. Donc la lumière blanche est un spectre dit continu, qui fait typiquement l'arc-en-ciel. Et puis, si on met un gaz chauffé et qu'on observe ce gaz à travers un élément disperseur, comme un prisme, on voit des raies brillantes en émission. Et ces raies brillantes sont les caractéristiques du gaz. Ce sont ces événements, ces raies brillantes qui nous caractérisent sur les atomes qui sont présents dans le gaz et leur état d'énergie, et sur la densité du gaz. On peut apprendre beaucoup de choses en observant ce gaz, et puis elles sont caractéristiques, c'est qu'un gaz, je sais pas, du néon par exemple, ou de l'argon, émettra d'autres spectres de raies qui sont caractéristiques de l'atome et qui sont très bien connues. Donc c'est une signature essentielle. Et puis, si on a le même gaz, mais il est froid, cette fois-ci il n'est pas chauffé, et bien, les atomes vont absorber à certaines longueurs d'onde préférentielles, en fonction également du type d'atome, on obtient des raies sombres qui sont des raies d'absorption. Nous allons les retrouver un petit peu plus tard. Donc très souvent, vous allez peut-être voir des courbes comme ça. On a l'habitude de voir où on voit les couleurs, hein, mais en fait, les domaines qu'on observe va bien au-delà des longueurs d'onde visibles. Donc on va au-delà du rouge, c'est l'infrarouge, et puis jusqu'aux ondes radio, et puis on va au-delà du bleu avec l'ultraviolet, et voir les rayons X, rayons gamma, etc.
Donc on observe un spectre, c'est-à-dire la répartition de lumière en fonction de la longueur d'onde, ici en nanomètres. Vous voyez ici, par exemple, c'est une galaxie avec des raies d'absorption qu'on peut voir qui sont caractéristiques des éléments chimiques qui sont présents dans cette galaxie. Voilà, un autre spectre, cette fois-ci avec des raies en émission très intenses, que l'expert reconnaîtra tout de suite comme les raies de l'oxygène, de l'hydrogène, enfin de ces éléments. Bon, voilà. La deuxième chose pour passer le contexte, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire que quand une source est en mouvement, le spectre qu'on observe se décale, comme le son. Hein. Donc le son se décale en fonction de l'objet qui est en mouvement, hein, c'est ce qui fait que le pimpon des pompiers qui passe, qui se rapproche de nous, puis qui s'éloigne de nous, fait qu'il y a une variation de la fréquence du fond, du son qui parvient à nos oreilles, et qui fait ce son caractéristique. Et de la même façon, c'est exactement pareil pour la lumière. Lorsque la source se rapproche de nous, la lumière est décalée vers le bleu, et quand elle s'éloigne de nous, elle est décalée vers le rouge. Alors ça, c'est des éléments qui vont être majeurs, parce que ça va nous renseigner sur la vitesse relative des sources par rapport à nous. Donc vous voyez que, mais pour ça, il faut pouvoir voir de combien s'est décalée la source, et pour voir combien s'est décalée la source, c'est pour pouvoir identifier effectivement quelques raies, et dire, ah ben ça, je reconnais, ce sont les raies par exemple de l'hydrogène, mais elles se trouvent décalées dans le spectre. Et si je mesure ce décalage, j'ai une idée de la vitesse de la source par rapport à nous. Donc voilà, ensuite, bon, après, on a des tas de possibilités techniques pour réaliser l'analyse de la lumière. Les plus classiques, c'est le spectrographe, où on a un système optique qui permet ensuite, avec un élément disperseur, de faire un spectre, donc de projeter sur un détecteur l'image de la lumière qui est analysée. Je reste là sur les préambules. J'ai un deuxième préambule, c'est vous parler un petit peu de la cosmologie. Donc l'histoire des galaxies commence par l'histoire des comètes. Comme vous voyez ici, c'est une comète. En fait, il y a en 1730, Charles Messier, à cette époque, l'observation des comètes était très importante pour comprendre les mouvements dans le système solaire. Et puis c'était un espèce de sport favori d'essayer de trouver les comètes. Alors, une comète, comme vous pouvez le voir ici, elle est facilement reconnaissable, à l'œil nu, etc. Elle est comme ça quand elle s'approche du Soleil. Mais avant qu'elle soit proche du Soleil et que se forme cette longue queue de gaz ionisé et de poussière, la comète ressemble à un objet étendu. Et il était connu depuis longtemps qu'il y avait un certain nombre d'objets qui n'étaient pas des étoiles, qui étaient plutôt diffus dans le ciel, mais qui n'étaient pas des comètes. Et donc Charles Messier, dans le but d'éviter de redétecter ces objets, on a fait un catalogue, c'est le catalogue de Messier que voici, qui comporte une centaine d'objets, qui sont une collection un peu hétéroclite d'objets diffus dans le ciel, qui ne sont pas des étoiles et qui ne sont pas des comètes. Alors, dans ces objets, vous pouvez reconnaître des objets qui sont des nébuleuses planétaires, mais des objets qui, plus tard, se révéleront être des galaxies. Alors, des galaxies, voici une fameuse galaxie, c'est la galaxie dans la constellation d'Andromède, notre plus proche voisine, en dehors des galaxies satellites que sont les nuages de Magellan. Quand même quelques milliards d'années-lumière, hein, à peu près 1 milliard, donc quelques millions pour celle-ci. C'est un ensemble d'une centaine, 200 milliards d'étoiles qui sont regroupées ensemble par la gravité. Notre galaxie ressemble a priori à celle-ci. Et nous, on sera situé quelque part par là. Alors, avant que les galaxies prennent le statut de galaxies, c'est-à-dire d'objets extrêmement lointains, il y a eu un grand débat, comme ça arrive de temps en temps dans nos sciences,
où se sont affrontées deux écoles qui avaient mesuré ces objets, qui étaient connus, et essayaient d'estimer leur distance, très compliqué à faire. Et il y avait un débat en pensant que les galaxies pouvaient être soit des objets dans notre galaxie, des objets finalement relativement proches, ou des objets beaucoup plus loin. Et donc, à l'issue de ce débat, il a été démontré que les galaxies, effectivement, étaient des objets en dehors de notre galaxie, donc très très loin, ce qui impliquait qu'elles étaient immenses, extrêmement massives et très lumineuses. Ça a été vraiment le début de la cosmologie. Et le vrai début de la cosmologie, en disant un des fondements, ça a été Hubble, pas le télescope, mais l'astronome, que vous pouvez voir ici, qui a observé les premières galaxies et a mesuré leur distance. Et donc, vous pouvez le voir ici, alors à l'époque, on avait encore le droit de fumer dans les salles d'observation, maintenant on ne peut plus. Mais avec le télescope du mont Wilson, qui était le télescope le plus grand à l'époque, donc il y a quand même un lien entre la puissance de la technologie et ce qu'on peut en faire, et les découvertes. Il a montré que les galaxies, plus les galaxies étaient loin, plus elles s'éloignaient de nous à grande vitesse. Une relation linéaire presque entre la vitesse des galaxies et leur distance. Et ça, c'était difficile à comprendre, sauf à admettre ou que nous étions au centre de l'univers, et donc, à ce moment-là, ça pouvait se comprendre, ou alors si on n'était pas au centre de l'univers, l'autre hypothèse, c'était que l'univers était donc en expansion. Et l'ensemble de la cosmologie moderne a été vraiment mis en forme par Albert Einstein, qui a donné le cadre théorique, ce qu'on appelle la relativité, d'abord restreinte et puis relativité générale, qui a permis d'intégrer ces différents faits dans un modèle qui est toujours en vigueur aujourd'hui, avec un certain nombre d'évolutions, qui est le modèle cosmologique standard. Dans ce modèle, l'univers a eu un début, on l'appelle le Big Bang. Après ce début, l'univers est entré en expansion, et l'ensemble de tous les objets qui le composent, essentiellement notamment toutes les galaxies, sont emportés par l'expansion de l'univers. Et parce qu'elles sont emportées dans l'expansion de l'univers, à un point donné, au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, tous les objets qui sont autour de nous s'éloignent de nous. On appelle le flot de Hubble, qui nous emmène. Et donc, c'était le cadre théorique. Alors, je fais un saut assez important de Hubble à toujours Hubble, mais cette fois-ci, il est devenu un télescope spatial. Et à partir du moment où, dans ce modèle standard, observer l'univers lointain est devenu très important. Pourquoi? Parce que l'univers lointain, c'est-à-dire jeune, parce qu'à partir du moment où donc, l'information se transmet à la vitesse de la lumière, une vitesse qui est finie, donc elle n'est pas instantanée, il y a donc, si on observe des objets lointains, on les observe tôt. Et donc, si on les observe tôt, on observe le début de la formation, au moment où l'univers était très différent. Il faut bien comprendre que l'univers, puisqu'il était à l'expansion, au début, était extrêmement dense, et que la formation des éléments majeurs, que sont les galaxies, s'est produite dans un environnement bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une question assez fondamentale de comprendre les conditions de formation et d'évolution des galaxies depuis le début de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Alors quand Hubble a pour la première fois pointé, parce qu'il est en dehors de l'atmosphère terrestre, il n'est pas soumis aux perturbations et aux turbulences de cette atmosphère, donc il a un pouvoir d'acuité extraordinaire, malgré que ce soit aujourd'hui considéré comme un petit télescope, il fait 2,40 m, comme quelque chose à l'époque était conséquent. Il a pu observer un petit morceau de l'univers, minuscule. En fait, la taille de ce que vous voyez ici correspond, je crois, à une pièce d'1 euro tendue comme ça, qui découpe dans le ciel. Mais il a pu l'observer tellement profond dans cette région où il n'y avait rien,
qu'il a pu voir une tapisserie de galaxies que vous voyez là. Donc on voit ici des galaxies visiblement qui sont des galaxies assez lumineuses, probablement assez proches, et puis on voit des tas d'autres objets, et tous ces petits points, y compris les plus petits, sont des galaxies qui sont vus projetés sur l'image. Et ce qu'on a appris de cette tapisserie de galaxies, c'est que les galaxies très lointaines au début de l'univers ne sont pas du tout à notre galaxie aujourd'hui telle qu'elle est, telle que vous avez pu le voir sur la galaxie d'Andromède. Une magnifique spirale bien régulière, avec des bras qui s'enroulent et une forme de disque avec un bulbe central. Dans les galaxies lointaines, sont des galaxies qui semblent interagir. Donc vous voyez deux galaxies qui sont proches, d'autres où il y a des espèces de bras, voilà, deux galaxies qui sont en train de fusionner. Voilà, donc les galaxies ont une vie extrêmement mouvementée, et Hubble, pour la première fois, l'a vraiment mis en lumière, grâce à son pouvoir de résolution. En 1963, les ingénieurs de Bell Aerospace, Penzias et Wilson, ont observé l'univers lointain avec un télescope radio astronomique. Et ils ont fait une découverte inattendue, qui est qu'un bruit thermique semble baigner l'univers. Et après avoir rejeté toutes les différentes hypothèses, que ça pourrait être un problème de leur instrument, et conclu que c'était vraiment un bruit qui baignait dans l'univers, ils ont fait le lien avec une des prédictions du modèle cosmologique, qui est que l'univers, à un moment donné de son histoire, tout près de son début, a eu un moment où il était suffisamment froid pour que la lumière puisse se libérer des électrons, des atomes, c'est-à-dire que le gaz qui était dans un état qu'on appelle un plasma, et tout d'un coup a pu libérer la lumière qui s'est échappée, ce qu'on appelle le découplage de la matière et du rayonnement. Et dans ce découpage, tout d'un coup l'univers devient visible. C'est une espèce de photo, à un moment, 400 000 ans après le début du Big Bang. C'est un moment extrêmement ancien et qu'on peut aujourd'hui tracer simplement comme il est emmené par l'expansion de l'univers. Il est aujourd'hui beaucoup plus froid, beaucoup plus étendu, et donc ce qui était à une température très haute est maintenant une température très basse qu'on peut observer dans l'infrarouge ou dans les ondes radio millimétriques. Voilà. Et cette carte, vous voyez, qui a été refaite par différents satellites, en 2009 publiée par Planck, c'est la photo la plus ancienne que nous avons de l'univers, et qui montre que l'univers, tout à fait à son début, était quelque chose de quasiment homogène, isotrope, mais avec des petites irrégularités qu'on peut voir. Et ces irrégularités sont fondamentales pour créer la structuration de l'univers. Donc on a cet état-là, qu'on connaît assez bien. On a cette photo de l'univers. On connaît très bien l'état aujourd'hui, l'état des galaxies, ce qu'elles sont aujourd'hui. On se pose la question entre les fluctuations initiales de densité, c'est-à-dire l'image que nous a donnée les satellites du fond diffus cosmologique, et aujourd'hui, comment les galaxies se fabriquent, comment elles évoluent. Et donc il faut arriver à mettre en place ces deux morceaux. Et pour ça, on sait assez bien faire. On a des modèles qui tournent sur notre ordinateur, et ces modèles nous montrent qu'à partir de ces fluctuations de densité initiale, l'univers, au cours de son histoire, va se structurer et va former des filaments. Et les galaxies, que vous pouvez voir ici, on va recommencer, voilà, dans ces filaments, vont fusionner entre elles,
Et donc, au centre des filaments où se croisent, où la densité est plus grande, les galaxies finissent par tomber vers le centre de ces objets, fusionner entre elles et pour former des galaxies de plus en plus grosses. Donc, ce qu'il faut retenir de ce petit film, c'est que ce que prévoit le modèle, c'est que les galaxies évoluent rapidement au cours de l'histoire de l'univers et elles dépendent énormément de leur environnement. Et donc comprendre l'interaction des galaxies entre elles et avec l'environnement est un enjeu essentiel de la cosmologie moderne. Voilà. Maintenant, il faut les trouver, ces galaxies lointaines. Elles seront situées à quelques dizaines de milliards d'années. Et comment les trouver? Alors, trouver les galaxies, vous observez le ciel, vous avez une image à 2 dimensions de tout ce qui est projeté, tout ce qui est derrière. Vous voyez ici une série d'objets. Est-ce que ce sont des étoiles faibles de notre galaxie? Est-ce que ce sont des galaxies? Est-ce que c'est encore autre chose? Tant que vous n'avez pas pu donner une distance à cet objet, c'est que vous avez une vue à 2 dimensions essentiellement de l'univers, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Et vous ne pouvez pas dire si là vous avez des galaxies lointaines ou pas. Donc ça a été un des enjeux essentiels de la cosmologie moderne observationnelle, de trouver des outils pour essayer de trouver de mesurer la distance des galaxies. C'est très difficile. C'est aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin, sachant que l'aiguille est très petite et la botte de foin est très très grande. Et donc pour ça, on a cherché à développer quelques techniques. Alors, c'est un peu technique, mais je vais juste passer vite. Une des premières techniques, c'est d'utiliser le fait que l'univers est essentiellement composé d'hydrogène. Il y a beaucoup d'hydrogène, des gaz froids dans l'univers. Et cet hydrogène qui est froid absorbe la lumière des galaxies qui sont derrière. Et notamment, à partir d'une certaine longueur d'onde, qui correspond à la raie de Lyman, donc une des raies de l'hydrogène, toute la partie avant va être absorbée par les nuages d'hydrogène qui sont entre nous, froids, et la galaxie. Donc, quand on observe une galaxie, on a une espèce de discontinuité comme ça. Et cette discontinuité, on sait la relier à une longueur d'onde précise. Et donc, on connaît cette longueur d'onde de repos, mais parce que les galaxies sont emmenées dans le flot cosmique, elles s'éloignent de nous. Plus elles s'éloignent de nous, plus elles sont loin. Si on peut mesurer à la vitesse à laquelle elles s'éloignent de nous, on peut les replacer où elles sont dans ce flot cosmique, et donc on peut mesurer leur distance. Et donc on prévoit que ces raies de l'hydrogène, qui sont situées au repos dans l'ultraviolet, c'est 120 nanomètres, vont être décalées, et peuvent être décalées suffisamment pour se retomber dans le domaine visible, voire dans le domaine infrarouge, pour les objets les plus lointains. Donc si on est capable de trouver ça, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on se dit, voilà, je vais faire une image dans une bande, j'en fais une autre, et puis je regarde la différence. Donc vous voyez, par exemple, ici, sur cet objet, on a fait 3 images avec 3 filtres différents qui coupent différentes longueurs d'onde du spectre. Et donc, dans l'ultraviolet, ici, on ne voit rien, parce qu'on est tombé après le break. Là, on voit un peu, et puis là, on voit aussi. Et donc, on a une idée approximative de la distance de cet objet. L'autre possibilité, c'est d'utiliser cette fois-ci non plus cette absorption, cette coupure du spectre, mais utiliser l'émission elle-même de l'hydrogène. Donc les galaxies fabriquent des étoiles, beaucoup d'étoiles. Et ces étoiles, jeunes notamment, émettent du rayonnement ultraviolet, et donc le gaz hydrogène est ionisé, et donc il brille. Un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, une lampe. Si on a un gaz chaud et qu'on fait son spectre, on va trouver les composants de ce gaz. Donc si on a un gaz chaud dans les étoiles jeunes qui sont dans ces galaxies, on va trouver de l'hydrogène
chauds, ionisés, on va trouver des raies qui sont caractéristiques de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Et donc, cette raie, qui se trouve dans l'ultraviolet, pareil, va se trouver décalée. Si on est capable de la détecter, eh ben, on est capable de mesurer à quelle vitesse la galaxie s'éloigne de nous, donc à quelle distance elle est. Voilà, donc on fait un filtre avec une bande étroite, 2 filtres larges, et puis voilà, on observe que par exemple, dans cette bande étroite, il y a un objet, et que dans le continu, il n'y a pas. Donc la différence des deux nous permet de montrer, de penser à estimer des descentes. Mais alors voilà, tout ça ne donne que des candidats, des suspects. Pour déterminer quels sont les vrais coupables, il faut avoir une information beaucoup plus précise pour caractériser la galaxie. Cette information, c'est l'analyse de la lumière. C'est donc la spectrographie. C'est grosso modo de pouvoir avoir un identificateur unique qui va nous permettre d'identifier ces galaxies. Et pour ça, donc, c'est les spectres des galaxies des raies. Donc, une fois qu'on a fait ces images avec différentes couleurs et identifié un certain nombre de candidats, eh bien, on va les observer et on fait pour ça, on obtenait jusqu'à présent des instruments qui permettaient de faire de la spectrographie sur les objets qui étaient des candidats. Ce qu'on appelle la spectrographie multi-objets, on peut faire plusieurs spectres en même temps. Et une fois qu'on avait fait ça, on regardait les spectres, on mesurait le décalage, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge ou la vitesse, et donc leur distance, et on identifiait ces objets. Donc c'était ça, grosso modo, le processus qui a toujours eu lieu, et qui a toujours lieu d'ailleurs. Donc on fait des observations en images, avec des images multicouleurs, on réduit les données, on les analyse, on fait un catalogue de candidats, ensuite on va observer ça avec un spectrographe, et puis ensuite on fait l'analyse et on publie le résultat. C'est un processus très long, compliqué. Les grands télescopes sont des systèmes extrêmement coûteux, donc la compétition est dure pour avoir du temps. Ici, on est obligé d'aller au moins 2 fois au télescope. Tous les candidats ne sont pas des galaxies toutes lointaines, donc il y a un déchet assez considérable. Donc c'est pas très efficace. Mais finalement, la problématique la plus fondamentale, c'est que les résultats qu'on va obtenir sont des résultats qui sont biaisés. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on va mettre nos fentes de nos spectrographes à quelques endroits particuliers, en imaginant que les galaxies sont faites comme ça, on va obtenir une réponse qui finalement dépend de la question qu'on a posée. Et si on a éliminé des objets en disant mais ça ne peut pas être des galaxies, et s'il se trouve qu'il y a des galaxies qui ont des réponses un peu bizarres, eh ben, on va tout simplement pas les observer. Donc il y a un système comme ça, un petit peu vicieux, qui fait que ce système, finalement, n'est pas efficace, enfin n'est pas propice à faire des découvertes. Donc ça, c'est la situation qui a prévalu jusqu'à présent pour l'étude de l'univers lointain. Maintenant, je fais un petit mot de l'ESO, European Southern Observatory, donc c'est l'équivalent du CERN, pour ceux qui connaissent. C'est la grande organisation européenne d'astronomie, où il y a à peu près tous les pays européens qui sont là, et qui opère des télescopes au Chili. Donc vous pouvez voir ici le Very Large Telescope. C'est 4 télescopes de 8,20 m de diamètre, situés au Chili, dans le désert d'Atacama, à Cerro Paranal, ici sur une petite colline tout près de la mer. Vous allez voir l'environnement, il n'y a à peu près rien autour, quelques cailloux, et qui bénéficie d'une situation tout à fait météorologique tout à fait exceptionnelle. Pourquoi on a mis les télescopes ici? Parce qu'en fait, on a donc ici toute la chaîne montagneuse avec des sommets à 6-7 000 mètres,
qui bloque un peu tout ce qui peut se passer ici sur cette partie du continent. Et puis ici de l'eau avec des courants extrêmement froids. Donc quand l'humidité arrive ici, il y a une formation à base d'une espèce de brouillard, hein, assez souvent. Et en tout cas, l'air qui arrive au-dessus de par là est extrêmement sec. Donc le désert de l'Atacama, c'est le désert le plus sec du monde. Donc parfois, il peut passer plusieurs années sans pleuvoir, un seul jour. Le parapluie, quand on part en mission, n'est pas obligatoire. Donc les eaux possèdent 4 télescopes géants de 8,20 m de diamètre, et puis on peut faire combiner la lumière de ces télescopes plus d'autres petits télescopes qui sont plus petits mais qui peuvent regarder le ciel de façon plus régulière avec un grand champ. Et c'est ici que nous sommes un instrument assez nouveau que nous avons conçu il y a de nombreuses années. C'est ça que je vais essayer de vous raconter maintenant. Alors, quand l'ESO a construit le Very Large Telescope, évidemment un télescope, c'est au fond, c'est comme un œil. Ça capte la lumière. Mais il faut l'analyser, et je dirais que l'instrument, c'est un peu le cerveau, qui permet de comprendre ce qu'on voit. Donc l'analyser, la mesurer. Donc quand l'ESO a mis en place les premiers VLT, elle a demandé à la communauté, les différents pays, de donner des idées et de construire des instruments. Donc il y a une première génération d'instruments qui a été construite. Puis ces générations, les techniques évoluent. Et donc il était temps de réfléchir à une deuxième génération d'instruments. Donc en 2001, l'ESO a lancé un appel à idées à l'ensemble de la communauté astronomique pour dire, vous avez des idées, construisons ensemble de nouveaux instruments qui vont nous permettre d'avancer. Et donc parmi ces idées, il y en avait une un peu folle, et en 2001, que j'ai proposé avec un consortium de laboratoires européens, et ce projet a fini par s'appeler MUSE. Et donc ce projet, je l'ai démarré. C'est des projets qui sont compliqués, qui sont coûteux et qu'on ne sait pas faire tout seul, même à l'échelle d'un pays. Et donc je l'ai proposé à travers un ensemble de laboratoires répartis en Europe, en Allemagne, en Suisse, en France bien entendu, et en Hollande. Alors, cette idée n'est pas née de rien, comme toutes ces affaires d'idées et le développement technologique. Ce sont des affaires qui sont assez longues, qui nécessitent de faire des essais, tout ça. Donc il y a de nombreuses années, au moment où j'ai démarré ma thèse, avec Guy Monnet, de l'Observatoire de Lyon, et puis un certain nombre de chercheurs de l'Observatoire de Marseille, nous avions cherché la possibilité de réaliser un instrument qui serait un spectrographe, mais qui permettrait d'avoir de l'information spectroscopique partout, au lieu d'être localisé en quelques endroits de la galaxie ou en quelques galaxies. Donc une espèce de vue panoramique qu'on appelle 3D, parce qu'en fait il y a deux dimensions d'espace, et puis une dimension de longueur d'onde, où on peut imaginer comme un instrument qui fasse énormément d'images à des couleurs différentes. Et donc ça, ça a été la naissance de la spectrographie qu'on a appelée intégrale de champ. Et vous voyez un exemple ici d'une galaxie vous voyez une image, c'est une galaxie elliptique, une galaxie géante. Typiquement ce genre de galaxie qui résulte de la fusion de beaucoup de galaxies au cours de son histoire. Donc une vie mouvementée, mais elle a beaucoup mangé, elle est un peu grosse, et au fond la distribution de lumière a une forme comme ça un peu elliptique, mais ne nous renseigne pas beaucoup sur l'histoire de cette galaxie. Et jusqu'à présent, à cause de limitations technologiques, on pouvait faire que ce qu'on appelle des profils, on utilisait ce qu'on appelle une fente, où on limitait spécifiquement l'information de cette galaxie juste sur une fente, et
Et on utilisait le fait qu'il y avait de la dimension libre sur le détecteur pour construire depuis chaque point un spectre. Et si chaque point de spectre, on mesurait une vitesse, par exemple, grâce à l'effet Doppler, et puis on pouvait déterminer comment la galaxie tournait. Voilà. Donc c'est ce qui avait lieu. Avec la spectrographie intégrale de champ, que nous avons imaginé, et on peut reconstruire la vitesse en chaque point de la galaxie, et on n'a plus simplement un profil, mais cette fois-ci un champ de vitesse. Et là, c'est assez intéressant, parce que quand vous regardez ça, ça vous dit comment les étoiles tournent à l'intérieur de la galaxie. Donc vous voyez, si vous regardez à grande échelle, les étoiles, donc vers le bleu, ça vient vers nous, vers le rouge, ça s'éloigne, donc la galaxie tourne comme ça, à grande échelle. Mais si vous regardez tout près du bord, elle tourne de façon perpendiculaire, c'est-à-dire comme ça. Quelque chose qu'on ne peut absolument pas imaginer en regardant cette image. Et on voit que, en fait, si on dissèque un peu, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette galaxie, la galaxie résulte de la fusion de nombreux objets, et cette fusion, cette histoire de la galaxie se retrouve à travers les mouvements des étoiles qui ne se sont pas complètement mélangées. Et donc là, on a une information complètement complémentaire, alors qu'ici, on a une information carrément fausse. Enfin, qui ne permet pas, en tout cas, de capturer la complexité de ces objets. Donc ça, c'est des choses que nous avons développées avec succès, des premiers prototypes qui ont bien fonctionné. Et donc, pour MUSE, en 2001, nous avions déjà un certain nombre d'expériences. Ça faisait pas mal d'années qu'on travaillait avec ce type d'instrument sur des plus petits télescopes. Et nous nous sommes dit, je me suis dit, il devrait être possible d'investiguer l'univers, cette fois-ci non plus des galaxies proches, mais des galaxies lointaines, aux confins de l'univers, d'une façon différente de ce qui se fait jusqu'à présent, en utilisant ce genre de technologie, mais en le développement, de façon à faire qu'il soit capable non pas d'observer juste une galaxie, mais d'en observer beaucoup à la fois, qu'il soit très sensible, et qui permette effectivement de capturer cette information, la richesse de l'information de l'univers lointain. Et c'est ça que nous avons proposé en 2001 à l'ESO, et après de nombreux débats, ces objets qui sont compliqués à construire et qui sont donc coûteux, nous avons été sélectionnés pour fabriquer cet instrument. C'était en 2004. Donc, et c'est en 2014, donc 13 ans après cet appel à idées, que l'instrument a été finalement réalisé. Donc ça vous donne l'idée aussi des échéances, parce qu'entre-temps, il a fallu trouver les moyens de le construire, inventer les technologies qui n'existaient pas, le développer, le fabriquer, le tester, et l'envoyer au Chili. Alors je vais vous faire un peu court, hein, pour les 13 ans. Ici, on va juste vous montrer très rapidement comment ça marche. Donc on entre dans l'instrument, et dans l'instrument, il y a un premier objet qui tourne comme ça s'appelle un dérotateur, qui corrige le système de la rotation de la Terre. Et puis la lumière frappe un premier miroir, et puis un deuxième miroir, hein, qui l'agrandit, et puis on va passer dans un premier objet très spécial, qui est le premier découpeur de champ, qui va découper la lumière en 24 parties identiques par tranche. On va suivre ce qui se passe sur une tranche. Maintenant, vous regardez cette tranche, donc on arrive sur un système avec des miroirs. La lumière est distribuée, et elle est distribuée avec un système de lentilles, de relais, vers ce qu'on appelle un spectrographe, une unité. Donc il y en a 24 identiques qui sont dans ces systèmes-là. Et là, il va se passer quelque chose de particulier. On va à nouveau découper la lumière, mais cette fois-ci en lumière petite fine, dans chacune des unités, avec ce qu'on appelle le découpeur de champ ou le slicer. Et donc on voit un système, et on rentre dans ce qu'on appelle un spectrographe classique, où cette fois-ci la lumière est dispersée et va arriver sur le détecteur. Alors comme il y a tous ces systèmes de miroirs, ici, on va avoir une image, et ensuite on lit le détecteur, et on capture l'information. Vous avez évidemment tout compris. Alors je vous montre après à quoi ça ressemble. Vous pouvez me poser des questions, enfin c'est vraiment comment ça marche. Voyez le premier découpeur, le découpeur d'images, magnifique pièce d'optique, vraiment superbe. Regardez la taille, c'est quelque chose comme ça. J'ai pensé que ça ferait très bien sur la table de salon, mais on n'a pas autorisé à le garder. Et donc, c'est une très belle pièce d'optique qui permet de faire ce premier découpage. Alors, oui, qui a été livré ici en février 2013.
La deuxième partie, qui est peut-être la partie la plus compliquée et la plus innovatrice technologiquement, c'est ce qu'on appelle le slicer en anglais, ou découpeur de champ, et qui va permettre de redistribuer la lumière. Ce système permet de découper des bandes de l'image et de les redistribuer avec des petits miroirs très fins et de les placer les uns contre les autres de façon à ce qu'on puisse envoyer ça vers un spectrographe sans que toute la lumière se mélange. Alors voilà le vrai système. Donc ici c'est 4 blocs de 12 miroirs sphériques qui sont en fait des lamelles extrêmement feintes et de moins d'1 millimètre d'épaisseur, 33 mm, et qui sont ce qu'on appelle des systèmes optiques sphériques hors axe qui vont permettre de redistribuer la lumière. Et ça a été la grande difficulté de construire cet objet qu'on ne savait pas faire au début, et si on ne savait pas le faire, si on n'arrivait pas à le faire, c'est évidemment la fin du projet. Donc on a beaucoup transpiré pour ça, mais c'est différentes technologies, différentes façons de fabriquer ce système en verre ou en usinant du métal, tout ça. Et ça fait prendre un peu de retard au projet, mais on a fini par craquer le problème grâce à un industriel français, disons-le, qui s'appelle la société Winlight Optical System, qui a réussi à développer cette technologie avec la précision nécessaire et dans des coûts et des délais raisonnables. Voilà. Donc ça, c'était les 10 dernières années. Et en 2014, disons fin 2013, il s'est passé quelque chose d'important. L'ESO et le consortium a décidé que l'instrument était prêt et on a décidé de l'envoyer à Paranal. Donc à Paranal, 24 tonnes de matériel, 200 mètres cubes, vous en voyez une petite partie ici, ont été livrés. Alors comme il ne pleut pas, on peut laisser dehors. Dans le hall d'intégration, qui était fraîchement reconstruit et qui nous a permis de réintégrer l'instrument. Alors, pour la petite histoire, l'intégration de l'instrument à Lyon, à l'Observatoire de Lyon, dans un hall conçu spécialement, a pris des années. Et on s'était dit, si on doit refaire ça au Chili, qui est au milieu du désert, il n'y a rien, etc., ça va être très compliqué, on ne pourra pas le faire. Donc on s'est attelé à faire un système qui puisse être déplacé sans qu'on ait à tout réaligner, les milliers de pièces optiques. Donc ça a été l'enjeu. Donc on a pris une caisse, on l'a fait vibrer, on l'a mis sur des camions, on l'a fait fabriquer, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça, de petites histoires, de petites choses qui ont dû être faites pour réaliser cette opération. Donc d'octobre à décembre 2013, on a réintégré l'instrument. Parce qu'il ressemble un peu à Matrix, un peu, hein. Voilà. C'est un peu une machine à voyager dans le temps. Donc voilà. En fait, ce que vous voyez essentiellement derrière, c'est tout le système de cryogénie. Donc il y a 24 détecteurs CCD de 4000 par 4000 pixels, extrêmement sensibles, développés spécialement pour Muse. Et ces détecteurs, on les opère à la température cryogénique, moins 120 degrés à peu près, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rayonnement thermique. Et donc cette température doit être maintenue de façon extrêmement précise. Ils sont évidemment dans le vide, donc ils sont perpétuellement pompés. Tout ce système de câbles, etc., qui est assez épouvantable. Quand j'ai publié la première photo, le responsable du système cryogénique qui était développé à l'ESO, il m'a envoyé un mail en me disant « Pardon ». Mais bon, c'est pas très beau, mais ça marche. Et ça permet donc de maintenir de façon extrêmement précise la température et la pression de tous ces détecteurs. Donc quand l'instrument a été remonté, les ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied, souvent par équipe, parfois nuit et jour. En début janvier 2014, l'instrument a été emballé et monté au sommet. Donc le hall d'intégration est au niveau de ce qu'on appelle le camp de base, et quelques kilomètres de route, et je crois que c'est 300-400 mètres plus haut,
il y a les télescopes. Donc il a été monté là. Et puis on l'a installé. L'installation a été un moment particulièrement intense, parce que le MUSE est un instrument très gros, et qu'à l'époque, les télescopes n'étaient pas conçus nécessairement pour pouvoir habiliter de tels instruments. Donc il a fallu faire quelques opérations. Il a fallu, par exemple, agrandir la plateforme sur laquelle il y a MUSE, mais MUSE ne pouvait pas rentrer, tout monter à travers la porte. Donc c'est bête. Donc on l'a fait rentrer par la fenêtre. Et la fenêtre, c'est ce qu'on appelle le dôme, qui est très grand, le dôme slit, l'ouverture du dôme qui permet au télescope d'observer la nuit. Le problème, c'est que cette fenêtre, elle est très haute. Et donc, l'instrument, à un moment donné, il a été suspendu comme ça, et il est rentré comme ça. Donc, à cet instant-là, il y avait donc 10 ans de travail, quelques millions d'euros, beaucoup d'énergie, beaucoup de promesses à venir qui étaient suspendues à un fil. Donc c'est un peu comme un lancement spatial. Il y a un moment où on se dit « Ah, voilà ». Alors tout avait été bien pensé, on avait fait des répétitions, on avait amené un poids qu'on avait mis, etc. Les gens qui pilotaient la grue, ce n'étaient pas des gens qui font du pilotage de grue de chantier, c'était des gens un peu plus experts. Voilà, tout s'est bien passé. Mais il y avait quand même un risque, il pouvait y avoir un tremblement de terre, c'est très sismique à cette région. Si le tremblement de terre arrivait juste au mauvais moment, on ne pouvait rien faire pour un instrument qui pèse comme ça. Là, ça pesait une dizaine de tonnes, qui partait comme ça, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais bref, ça n'a pas eu lieu. Et donc, l'instrument, on a guidé. Alors, on ne sait pas avec des fils qu'on le tenait, mais c'était pour vérifier l'inclinaison, la rotation. Et puis, il est rentré dans le dôme. On l'a déballé. Tout semblait bien aller et toute l'équipe était très très contente que ce soit bien passé, tant l'équipe du consortium que celle de l'ESO. Il faut dire qu'on avait aussi une fenêtre très petite parce que le soleil ne doit pas illuminer le télescope, donc on ne pouvait pas le faire de nuit, parce que c'est pour des raisons évidentes. Donc on a fait ça dès le lever du jour et on avait, je crois, 3 heures pour le faire. Si en 3 heures ce n'était pas fait, il fallait recommencer. Alors, une fois que l'instrument est monté, vous avez passé des milliers d'heures à le tester en laboratoire, marcher, tout ça, mais malgré tout, les moments les plus importants, une sorte de naissance de l'instrument, ou une sorte d'accouchement pour les concepteurs, c'est le moment où l'instrument reçoit sa première lumière. C'est le moment où, pour la première fois, de la lumière extraterrestre, ni celle du Soleil, va arriver va être analysée par l'instrument. Ce moment de la première lumière est un moment particulièrement intense, symbolique, très important pour toute l'équipe qui a travaillé pendant de nombreuses années sur cet objet. Et toute l'équipe n'était pas là, parce qu'il y a à peu près une centaine d'ingénieurs et techniciens et des chercheurs qui ont travaillé là-dessus pendant plus de 10 ans. Évidemment, ils n'étaient pas tous à Paranal, il y avait une équipe restreinte. Et donc, tout le monde suivait ce qui se passait. Et donc, le choix de l'élément première lumière est un choix assez important et symbolique, comme je l'ai dit. Et j'avais choisi un objet secret, que je n'avais pas dit à l'équipe. Et cet objet qu'on a observé, c'est l'étoile de Kapteyn. Kapteyn, un astronome hollandais, qui a donné son nom à une étoile qui était célèbre à l'époque, parce que c'est une étoile qui bougeait très rapidement sur le ciel. Et une étoile assez brillante. Alors, en général, on observe toujours un objet très brillant au début, parce qu'il s'agit juste de voir si les lumières arrivent. Donc, on a observé. Alors, pourquoi j'avais choisi cette étoile? Alors, cette étoile, il faut dire que je l'avais choisie parce qu'elle est située à une distance de 13 années-lumière. Et donc, en 2001, au moment où nous répondions à l'appel d'offres, c'est au moment où on commençait le projet, la lumière quittait l'étoile. Et en 2014, 13 ans plus tard,
la lumière est capturée par le canal numéro 6 de Muse, après avoir fait tout ce voyage, et nous avoir construit l'instrument. Donc c'était assez symbolique, assez intéressant. Alors, le seul détail, c'est que la lumière, elle, est allée tout droit dans le vide à assez grande vitesse, et nous, le projet était long, sinueux, compliqué, comme les tout projets. Mais c'était intéressant de jouer à ça. Et c'est aussi une occasion exceptionnelle de boire du champagne au sommet, sinon l'alcool est interdit. Les premiers résultats. Donc nous avons pointé Muse dans ce qu'on appelle les phases de commissioning, où on observe tout un tas d'objets pour mesurer les performances de l'instrument, montrer ce qu'il est capable de faire, et de regarder finalement les choses avec un œil nouveau. Donc comme vous pouvez le reconnaître immédiatement ici, c'est la planète Saturne. C'est un petit bout de la planète Saturne. Donc effectivement, on a pointé Saturne, c'est un des premiers objets. Pointer Saturne, c'est beau, c'est très brillant, c'est facile à faire. Une temps de pause, je crois que c'était 1 seconde, voire moins. Et puis on observe. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe des spectres. Si vous regardez bien, donc ici, sur ce détecteur, on a ici le rouge, qui est en haut, et ici le bleu. Et on a la distribution de lumière. Vous pouvez même voir qu'il y a des régions ici qui sont plus absorbées. On peut penser qu'il y a des bandes d'absorption. Si vous faites une coupe, là, vous voyez effectivement que dans cette partie rouge, à ces longueurs d'onde-là, il y a des grandes bandes. Alors c'est connu, hein, ce n'était pas les premiers à découvrir Saturne. Ce sont les bandes de l'atmosphère de Saturne qui est composée essentiellement de méthane. Ce méthane absorbe la lumière. Il y a ces grandes bandes d'absorption, caractéristiques de la composition chimique de l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, ce qu'on va faire, pour chaque spectre, on va calculer la lumière qu'émet chaque spectre et l'intensité, on va dire, on a su relier ça à l'endroit qui correspond sur le ciel grâce à une calibration du système optique et ça nous donne un élément, un pixel. On recommence, on met un deuxième et puis quand on met tout, et on voit l'image de Saturne. Et ça, on avait développé toute une partie de développement, c'était les parties de développement des logiciels, des techniques qui ont permis, à partir de ce système quand même compliqué de raies, des choses comme ça, de reconstituer des images. Alors on était très content quand on a vu ces images, parce qu'elles sont d'abord belles, précises, et elles nous ont montré que l'ensemble du système, malgré ce découpage épouvantable de la lumière qui est fait par le spectrographe, que vous avez pu voir, où la lumière est coupée une première fois, puis une deuxième fois, puis dispersée et tout ça. Malgré tout ça, on a réussi à garder cette information, à la calibrer et à la retrouver avec suffisamment de précision pour pouvoir reconstituer l'objet d'origine. Et je peux vous garantir que ce n'était pas garanti du tout, car les premiers spectrographes intégrales de champ qu'on avait développés, les premiers prototypes, faisaient des images assez moches. Donc on était très contents, ça montrait que toute la chaîne marchait. Donc on peut même faire une chose tout à fait amusante. On va faire au lieu d'intégrer tout le flux sur tout le spectre, on va intégrer dans cette partie-là, qui est la partie du méthane. Pour faire l'image finalement on peut faire l'image de cette planète dans le méthane. Et si on fait l'image de la planète dans ce méthane, on voit ça. Alors effectivement, l'atmosphère de Saturne a du méthane, donc elle est sombre dans le méthane, puisque la lumière est absorbée. Par contre, les anneaux sont formés de cristaux de glace qui reflètent la lumière du soleil. Il n'y a pas de méthane. Donc les anneaux continuent de briller. Donc en faisant ça, on éteint la planète, on garde les anneaux. C'est magique. Alors on a fait évidemment plein d'autres choses. Vous allez voir ici une galaxie, la galaxie des anneaux polaires, que l'on va observer, et puis Muse produit ce qu'on appelle des cubes de données ou des images avec beaucoup de couleurs. Et vous voyez, on avance doucement dans ces domaines. Et si vous observez bien, de temps en temps, vous voyez des choses qui ont l'impression de tourner dans ce cube. Alors, vous voyez, on va avancer, on va aller vers le rouge, et longueur d'onde rouge, là, et on va croiser la première raie de l'azote. Alors, attendez, on arrive.
Voilà, vous avez vu, et puis ensuite l'hydrogène, voilà, et deuxième l'azote, etc. Donc, quand on croise dans ce cube le gaz chaud, il brille très fort, parce qu'il y a du gaz chaud excité autour de cette galaxie. Il brille, mais chaque portion de gaz tourne autour de la galaxie. Et donc, chaque raie, elle est décalée par l'effet Doppler. Donc, ce qui vient vers nous, on va le croiser avant, et ce qui s'éloigne, on va le croiser après. Et donc, on voit, comme ça, quasiment en temps réel, la rotation du gaz dans une galaxie lointaine. Tout à fait spectaculaire. Malgré tout, Muse a ses limitations. Il a un champ tout petit sur le ciel, minuscule, ridicule. Et donc, de temps en temps, on a besoin de regarder des objets grands. Et pour ça, par exemple, on fait des mosaïques. Donc, on était au moment je crois que c'est du premier commissioning. Le directeur général de l'ESO était venu, nous avait fait l'honneur de venir nous rendre visite. Et on a dit, on va essayer de l'épater. Pour l'épater, et puis l'idée aussi c'était de tester si tout le système informatique de l'ESO était capable de survivre à la charge de données que produit Muse, c'est-à-dire 400 millions de pixels chaque fois, toutes les minutes à peu près, si on lit rapidement les détecteurs. Donc on a observé la nébuleuse d'Orion. Tout le monde a vu la belle nébuleuse d'Orion, la belle constellation d'Orion, constellation d'hiver, magnifique. Dans la partie centrale de cette constellation, il est nébuleuse, avec des étoiles jeunes qui sont en train de naître, et sans doute des systèmes planétaires qui sont en train de se former. Donc c'est un région très très intéressante. Et l'avantage, elle est toute proche de nous, toute proche de la Terre, donc on peut l'observer avec luxe de détail. Alors, quand on a observé la nébuleuse d'Orion, on a reconstitué cette belle image. Comme on sait le faire aujourd'hui, ou même des astronomes savent le faire, sur des belles images de nébuleuse d'Orion, on voit la richesse des nuages et des volutes de gaz, les étoiles, etc. Donc ça, on obtient, c'est une image, 3 couleurs, composées ensemble pour composer cette image. Mais en fait, si vous regardez bien, ici, dans cette région, nous avons fait 2,5 millions de spectres. À chaque fois, il y a un spectre. Et dans chacun de ces spectres, vous avez une kyrielle de différentes raies extraordinaires qui correspondent à la composition chimique, l'excitation, la densité électronique, des tas de composants de caractéristiques physiques du gaz, de ce qui se passe, et que vous pouvez mesurer dans cette étoile, dans cette nébuleuse. La richesse d'informations est colossale. Et vous pouvez voir, on peut faire bien plus que de faire juste une image. On peut en faire N. Alors ici, par exemple, on va, à travers les différentes raies, les différentes chimiques, reconstituer les images. Puis ensuite, on va les composer pour mettre en évidence des effets différents de ce qui se passe dans cette nébuleuse. Donc, voilà toutes les images, quelques-unes que nous avons mesurées, il y en a plus. Voilà. Et puis, on va en sélectionner quelques-unes et on va faire une image couleur. Donc ça, c'est l'image que vous avez vue. Voilà. Mais on peut en composer d'autres. Par exemple, si on prend d'autres raies qui caractérisent d'autres éléments chimiques, ou d'autres états de la matière, eh bien, on peut voir par exemple ici qu'il y a ce qu'on appelle ici un fond d'ionisation extrêmement important, qui est particulièrement bien mis en évidence sur cette toile, et qui caractérise ce qui se passe dans ce gaz. C'est une façon, je pense, de montrer la richesse de cette information dans cette nébuleuse, richesse qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent faire parce que trop difficile à obtenir, et Muse a permis de faire ça même si ce n'était pas son objectif. Donc on a fait d'autres nébuleuses, les piliers de la création, une image emblématique de Hubble, on l'a refait avec Muse on est capable de refaire ça, mais avec Muse on est aussi capable de mesurer beaucoup plus de choses, l'état physique du gaz, même les vitesses, et même à la fin de faire une cartographie 3D de ce qui se passe dans cette nébuleuse, en replaçant les différents nuages par rapport à leur distance aux étoiles centrales. L'étude a montré d'ailleurs qu'avec ces nouvelles informations, la nébuleuse était en fait
était en train de se détruire petit à petit avec le rayonnement ionisant de l'étoile, et que le nom nébuleuse de la création n'était pas forcément bienvenu, et qu'il valait mieux appeler les piliers de la destruction. On a aussi obtenu des choses sur les amas globulaires. Je vais passer un peu vite ici, pour on est capable de mesurer des tas de choses. Et puis je vais revenir à ça, le potentiel de découverte d'un instrument comme MUSE est finalement assez remarquable, car finalement il observe toute la lumière qu'on peut mettre dans son champ, limité évidemment à la partie du domaine électromagnétique capable d'observer, c'est-à-dire de l'ultraviolet à l'infrarouge proche. Et donc pendant le temps de validation, on a des tas de tests à faire, et on s'est dit, on va observer cette nébuleuse planétaire, et on peut faire un certain nombre de mesures. Donc on l'a observé, on a fait un certain nombre d'images, que je vous montre, dans l'oxygène, dans l'hydrogène, dans l'azote, et puis à un moment donné, on a vu ça. Alors c'était donné contexte, 4 heures du matin, longue nuit d'observation, l'équipe assez fatiguée quand même, on voit ça, on dit qu'est-ce que c'est? Et puis dans l'équipe, il y a un qui a le moulin qui tourne un peu mieux que les autres, qui dit mais c'est une galaxie. C'est une galaxie. Alors quand on regarde, on voit effectivement que ça pourrait être une galaxie qui, même, on peut voir sa rotation. Et quand on fait le spectre de l'objet, ici, on voit ici qu'on a observé l'arrêt de l'hydrogène. Ça, c'est l'arrêt de l'hydrogène de la nébuleuse, mais qui est encore une fois décalé vers le rouge. Et donc, on a été cette galaxie, est infiniment moins lumineuse que la nébuleuse planétaire, mais parce que MUSE a été capable de disséquer la lumière, était capable de le voir derrière la nébuleuse. Et ça, c'était assez amusant parce que ça s'est produit en même temps qu'il y avait des journalistes qui étaient venus, et ils ont pu observer une première découverte en direct de ce que pouvait faire MUSE, trouver une galaxie derrière la nébuleuse planétaire. Ça n'a pas d'intérêt scientifique, et évidemment, pour en parler, on connaît des milliards de galaxies, mais ça a intérêt de montrer qu'on est capable de discriminer les objets en apportant cette contrainte sur les informations de vitesse. Voilà. Donc on a fait des tas d'objets comme ça. Donc pour terminer, je vais vous parler du champ profond de Hubble que nous avons revisité. Alors, le champ profond de Hubble a été pendant très longtemps le champ le plus profond de l'univers jamais observé. Ces images emblématiques que tout le monde a vues, qui ont été une véritable révolution dans notre connaissance des galaxies. Pour la première fois, on a pu observer des galaxies très lointaines. On a pu voir leur forme. On a pu comprendre comment elles interagissaient. On s'est pu poser la question de savoir si elles formaient des étoiles, des choses comme ça. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on a voulu regarder. Donc, à cette époque, le champ qui était observable, c'était fin juillet, début août, il y avait le champ de Hubble Sud qui était observable, et on a décidé de pointer cette partie-là du champ. Voilà. Alors, ces champs qui ont été observés en 2000, donc ça fait beaucoup d'années. Vous imaginez que Hubble a pointé ça pendant des temps d'observation extrêmement longs. Et que donc c'est des images qui sont uniques, extraordinaires, qui nous ont apporté beaucoup. Mais pour nous apporter beaucoup, même si les images de Hubble sont très très belles et magnifiques, il a fallu apporter d'autres informations. Et donc quand ça a été observé à d'autres longueurs d'onde, avec d'autres instruments, avec d'autres satellites, et tous les télescopes de la Terre ont évidemment pointé ce champ pour essayer d'observer, on va essayer aussi de faire des éléments clés, comme je dis, de la spectrographie directe de ces galaxies. Pendant ces 10 dernières années, il y avait 18 galaxies qui ont été identifiées. 18 seulement. À partir de 5 publications et de nombreux efforts. Et en quelques heures,
MUSE a permis d'identifier 190 galaxies en quelques heures. Même nous, je pense qu'on a été presque étonnés que ça marche aussi bien. Donc, le cube d'univers, alors, voilà. Le cube, donc en fait, ça s'est passé en juillet 2014. On a fait ces observations, c'était la fin du commissioning. MUSE allait entrer en opération. On a fait ça comme un test. Et donc, je suis rentré sur Lyon avec l'équipe, avec ce cube de données qu'il a fallu traiter, retraiter, etc., jusqu'à comprendre ce qu'il y avait dedans, etc. Et on s'est lancé dans une espèce de pêche aux galaxies. Parce qu'un cube de données, c'est finalement immense, il y a beaucoup de données dedans. Et puis les galaxies qu'on cherche sont les plus petites et les plus lointaines. Donc on s'est lancé à la pêche des galaxies, mais en fait plutôt de la pêche industrielle, en répartissant le travail parmi les chercheurs disponibles. Et c'est aujourd'hui encore quelque chose, il faut qu'on développe les méthodologies pour détecter de façon optimale ces galaxies. Il reste néanmoins que c'est l'œil de l'expert à la fin qui permettent de dire oui, c'est une galaxie lointaine ou pas. Et c'est assez extraordinaire, je dirais même c'est assez addictif de faire ça. Du coup, j'ai passé pratiquement tout mon été à regarder ce cube de données pour voir les objets. On se promène dans le cube et tout d'un coup on voit un objet qui clignote. Donc on passe à travers une raie qui s'allume et on se demande c'est quoi cet objet et on recherche des indicateurs pour dire si ce sont des galaxies ou pas. Et donc on a détecté beaucoup de galaxies. Donc on a détecté des galaxies à travers leur émission d'oxygène. Je vous en montre une. Donc ça c'est des images de Hubble. Vous voyez, Hubble donc, a permis de voir ces images, mais évidemment c'est une image, donc on ne sait pas où cette galaxie se situe. En les observant avec MUSE, on est capable de voir un spectre, et ici on voit une raie, et cette raie c'est même deux raies, et c'est des raies caractéristiques de l'oxygène ionisé, et la séparation est bien connue, il n'y a aucune ambiguïté, on sait que c'est cette raie, on sait que c'est de l'oxygène, et comme on sait de l'oxygène, on peut mesurer immédiatement la distance de cette galaxie. Distance, 8,8 milliards d'années. Magnitude, alors c'est la brillance, c'est extrêmement faible, donc c'est des objets qui sont très, très peu visibles, on les voit à peine dans Hubble, et des galaxies plutôt petites. On a vu aussi des galaxies qu'on repère grâce à leur raie d'émission dans l'hydrogène, la raie de Lyman alpha. Ça a l'intérêt que c'est des raies très brillantes, on est capable de voir très loin. Donc ça, c'est une galaxie située à 12,8 milliards d'années-lumière. 12,8 milliards d'années, donc tout proche du début de l'univers. 1 milliard après. Et peu de temps après que les premières galaxies se soient formées. C'est une galaxie qui est extrêmement faible, on la voit à peine ici. Voilà. Mais alors, plus surprenant, c'est qu'on a détecté une trentaine de galaxies qui n'étaient même pas dans Hubble. Alors voici une. Donc là, dans l'image de Hubble, évidemment, il n'y a rien. Dans l'image blanche de MUSE, pareil, il n'y a rien. Par contre, si vous regardez le spectre, vous avez une raie de l'hydrogène extrêmement brillante. Et si vous faites l'image dans cette raie, l'objet sort de façon évidente. Donc ça, c'était une surprise de savoir que il existe une population de galaxies, qui sont des populations de galaxies toutes petites, qui forment beaucoup d'étoiles, et qui ne sont pas visibles dans les images les plus profondes qui n'aient jamais été faites, mais elles sont révélées par MUSE, parce que MUSE est capable d'aller les chercher là où elles sont le plus puissantes, c'est-à-dire là où elles forment des étoiles, et où il y a de l'hydrogène ionisé. Donc voilà, et puis on a trouvé tout un tas d'autres objets. Alors, ce champ de quelques heures d'observation avec MUSE, nous n'avons toujours pas fini de l'exploiter. Il a sorti plusieurs publications, plusieurs papiers, pour montrer la richesse de l'information. Et alors pour un petit résumé, ça ce qui a été connu, donc dans cette échelle, il y a le temps, la distance de l'objet, c'est-à-dire le temps, la distance ici en années-lumière, voilà, et puis ici, la brillance. Donc la brillance, si je essaie de la replacer par rapport à l'objet le plus faible qui est observable à l'œil nu, ça va de 1 million à 10 milliards de fois plus faible que l'objet le plus brillant, le plus faible visible à l'œil nu. Donc pour vous dire. Et voilà tout ce que nous avons observé.
plus les objets qui sont tellement faibles qu'on n'est pas capable de mesurer leur brillance directement, puisqu'ils n'apparaissent même pas dans les images de Hubble. Donc voilà, je vais passer ça parce que j'ai pas trop de temps. Alors on peut faire beaucoup de choses. On peut par exemple, sur ces galaxies lointaines, pas toutes mais certaines, regarder le mouvement, ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc on a pu publier ça, et puis d'autres ça. Et ces résultats ont beaucoup frappé l'imagination, ont été beaucoup repris par la presse, parce que en fait, les images de Hubble étaient les images les plus profondes qui aient jamais été faites, même si elles étaient assez anciennes, et jamais été fait mieux. Et on pensait qu'il fallait attendre la génération des très très grands télescopes, la prochaine génération, des télescopes de 30 mètres, avant de pouvoir les observer. Et en fait, parfois, il suffit peut-être d'avoir de l'intuition, et de regarder les choses avec un autre angle, une autre façon, et qu'il ne suffit pas d'avoir un œil très grand, il faut aussi peut-être changer notre façon d'opérer, donc du cerveau qu'on met derrière, va permettre finalement de révéler d'autres choses. Comme beaucoup dans toutes les avancées techniques, scientifiques et humaines, c'est l'acharnement de quelques-uns à essayer de penser un petit peu différemment et développer des choses aux limites de ce qu'on est capable de faire pendant toutes ces années, qui a permis effectivement d'amener des outils qui vont nous permettre de comprendre mieux la formation des galaxies et ce qu'est l'univers quand il était jeune, mais sûrement, comme toujours, de nous amener beaucoup plus de questions que de réponses, parce que c'est ça le jeu, sinon après on n'aura plus de travail. Donc, pour terminer, je voudrais, puisque c'est l'année de la lumière, terminer avec cette citation qui va assez bien avec ce qu'est notre métier, citation d'Edmond Rostand, qui dit « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ».